Alors, on revient donc pour le dernier talk. Pour ce dernier talk, on va accueillir Zoé. Il faudra juste, du coup, que je remette également ma caméra. Avant d'accueillir Zoé, je vous rappelle quand même quelques règles. Donc, les présentations sont enregistrées. Les présentations que nous avons durent entre 30 et 40 minutes de talk, suivi de 15 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser la section questions-réponses sur Zoom. C'est seulement là qu'on verra vos questions et c'est seulement là où on pourra donc vous répondre. N'hésitez pas non plus, du coup, à voter pour les questions qui vous plaisent le plus. Comme ça, ils vont apparaître le plus haut et donc on va pouvoir y répondre en priorité. Durant toute la durée du talk, du coup, on va être tous en mute pour écouter Zoé. Et donc, n'hésitez pas aussi pour votre confort de mettre également la vision avec la vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez non seulement voir les slides de Zoé, mais également voir Zoé en train de vous parler, car elle aura également sa caméra. Donc, l'enregistrement vidéo ainsi que les slides vous seront partagés dans les prochains jours. Et comme Zoé et Laura, sûrement vous pouvez interagir avec elle tout au long de son talk via notre chat. Donc, n'hésitez pas. Le prochain talk, c'est donc Zoé TV. Donc, Zoé nous rejoint depuis la Nouvelle-Calédonie avec un décalage horaire de plus de 10 heures. Donc, il est actuellement 6h30 du matin chez elle. Merci beaucoup, Zoé, pour cette motivation de réveil matinal pour pouvoir nous donner cette belle présentation que tu nous feras. Donc, elle vit et travaille en Nouvelle-Calédonie en tant que consultante en qualité logicielle. Et donc, elle rédige des articles sur le blog iTest et également membre de l'équipe Testium, donc un projet de plateforme de crowd testing éthique. Donc, au vu du nombre de QA en Nouvelle-Calédonie, Zoé est un couteau suisse. Elle gère non seulement la partie technique, mais aussi fonctionnelle. Et on va donc pouvoir savourer le talk de Zoé qui va nous parler de tests logiciels et gamification. À toi la parole, Zoé. Merci beaucoup, Farah. Bonjour tout le monde, super d'être ensemble ce soir pour parler de tests et de gamification. Je vous partage mon écran. Voilà. Donc, parler de tests et de gamification et plus particulièrement comment améliorer l'engagement vis-à-vis du test et de la qualité grâce à la gamification. Donc, au menu, d'abord, on va voir un petit peu qu'est-ce que la gamification, quelles sont les définitions qu'on peut lui donner. Dans un deuxième temps, un peu plus longuement, on va s'attarder sur les pratiques existantes dans le test logiciel, donc via le framework Octalysis. Et puis enfin, nous étudierons un petit peu comment aller plus loin dans ces pratiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gamification? Donc, tout naturellement, pour préparer ce talk, j'ai cherché une définition dans le Larousse en ligne. Voilà. Et malheureusement, authentique, ça ne m'a pas beaucoup réussi. Donc ensuite, j'ai cherché sur un autre dictionnaire, le CNRTL. Ça ne m'a pas beaucoup aidé non plus. Ludification, c'est un terme assez ancien qui n'a pas tout à fait le même sens. J'ai eu un petit peu plus de chance avec le Robert qui m'a donné cette définition. Application de mécanismes ludiques, est-ce qui ne relève pas du jeu? Donc, effectivement, la gamification, ça peut se présenter de différentes manières que vous avez peut-être déjà en tête. Donc, des points, des badges, des barres d'avancement, des graphiques ou encore des encouragements qui rappellent un petit peu ceux qu'on peut avoir dans les jeux, en particulier les jeux vidéo. La gamification, elle n'a pas forcément toujours une bonne image. Elle peut avoir une image d'infantilisation. En bas à gauche, c'est quelque chose que vous reconnaîtrez peut-être et qui m'avait fait tiquer. C'est sur une plateforme dédiée aux testeurs. C'est des pratiques qui sont un petit peu parfois utilisées à l'emporte-pièce. Et du coup, ça donne lieu à notamment cette parodie en bas à droite qui s'appelle Progress Wars, où en gros, le principe, c'est que pour accomplir une mission, il faut appuyer sur un unique bouton, ça fait avancer une barre d'avancement, au fur et à mesure on gagne des niveaux, etc. Pour montrer un petit peu l'absurdité de la chose. Voilà, je vous conseille d'aller voir, c'est assez amusant.
Mais où est le problème? On pourrait se dire que le problème vient justement du fait qu'on applique un petit peu en copier-coller des mécanismes ludiques de manière un petit peu systématique sans vraiment mettre beaucoup de fond derrière. On va voir une définition un peu plus féconde à mon sens avec Yukai Chu qui considère que la gamification, je vous conseille vraiment ce bouquin, euh, je l'ai de mon côté, il est vraiment, vraiment top, j'aime bien les marque-pages. Il considère que la gamification devrait plutôt s'appeler Human Focused Design dans le sens où vraiment le jeu est une forme de raccourci pour comprendre ce qu'on doit vraiment faire parce que le jeu en tant que tel nécessite qu'on soit motivé constamment. Si on perd la motivation de jouer, on s'arrête complètement de jouer. Et du coup, de même, on devrait faire en sorte que toutes les expériences que l'on conçoit aient un attrait comme ça, de la même manière que le jeu, et du coup se concentre sur les motivations profondes de l'être humain. Donc, si on pouvait reformuler, ça donnerait peut-être quelque chose comme la gamification, c'est l'art de comprendre les motivations et leurs ressorts et de les déclencher au sein d'un produit, d'une démarche marketing, d'un lieu ou d'un mode de vie. Donc, ce que préconise Yugai Chu en premier lieu, c'est avant de penser aux mécanismes, ce dont parle la définition qu'on a vue dans le Robert, penser aux émotions que l'on veut faire vraiment ressentir aux utilisateurs, aux usagers, aux clients à qui on vise. Je vous invite dans la conversation à parler d'expériences de gamification que vous avez considérées ratées, des choses qui ne vous ont pas du tout stimulé, encouragé, au contraire, ont fait un petit peu baisser le soufflet parce que vous sentiez que c'était forcé, que ce n'était pas intéressant en tant que tel. Voici maintenant quelques outils pour penser et implémenter une démarche de gamification. Donc, on en parlait tout à l'heure, l'Octalysis de Yukai Chu. Ça, on va y revenir plus en détail. Ça permet d'étudier le pourquoi en fait, de cette démarche, pourquoi on met en œuvre une démarche de gamification, qu'est-ce qu'on vise exactement. C'est un outil également d'analyse, pas seulement de conception. Il y a la taxonomie de Bartle qui pose un petit peu des personas de joueurs. Et puis, pour étudier le quoi, on peut penser à la matrice d'Amy-Joachim qui classe différents types d'actions ludiques. Voilà. Donc ça peut être mis en rapport d'ailleurs avec la taxonomie de Bartle qu'on vient de voir. Donc maintenant, qu'est-ce que la gamification peut apporter au métier du test? Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Nous, en tant que testeurs, on peut avoir plusieurs problématiques. Donc déjà, on pourrait avoir envie de rendre le métier plus attractif. Voilà, c'est pas un scoop, c'est difficile d'embaucher des testeurs, de trouver du monde qui soit d'accord pour faire du test et qui aime ça et qui ait du fort potentiel là-dessus. On pourrait avoir aussi envie d'impliquer davantage les autres membres de l'équipe, voilà, qui nous rejoignent sur les problématiques de test, qui comprennent que non seulement c'est extrêmement utile, mais ça peut être aussi engageant et stimulant. Et puis enfin, bien sûr, évidemment, on est entre nous, on peut se le dire, hein, de temps à autre, on a besoin aussi de conserver la motivation parce que ça, on le garde entre nous, bien sûr, ça nous arrive de ressentir un ennui profond lors de déroulement de campagnes de tests de régression. Malgré tout ce qu'on peut prétendre, bien sûr. Donc, la première hypothèse qu'on peut avoir, c'est que la gamification est déjà présente dans un très grand nombre de pratiques liées à la qualité logicielle. Donc, c'est une gamification qui peut être en germe, pas forcément une démarche consciente de la part de nous-mêmes, des concepteurs des logiciels, etc. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on pourrait faire encore mieux en prenant conscience des ressorts qui sont en action dans ces pratiques existantes. Donc, pour étudier tout ça, on va se baser sur le framework Octalysis, qui se présente comme tel. Donc, c'est 8 leviers motivationnels qu'on va étudier les uns après les autres. Le premier levier motivationnel, je ne m'attarde pas sur la structure globale du graphique parce que tout a un sens, le positionnement des leviers ont un sens, mais je vous invite vraiment à lire le livre qui détaille un petit peu tout ça.
Donc, le premier levier motivationnel, c'est le sens épique et la vocation. Donc ça va vous parler tout de suite. C'est la quête qu'on a au début d'un jeu. Donc, dans Mario, ça va être de sauver la princesse. Dans la vie de tous les jours, le sens épique et la vocation, c'est vraiment ce qui nous incite à nous engager pour œuvrer pour des choses qui sont plus grandes que nous, des choses qui nous dépassent, des causes, des œuvres caritatives. Hier, il y a été question de koh bien, ici aussi, les questions de koh cette saison, les joueurs sont associés à des régions de France et du coup, ça leur arrive de dire des choses comme il faut que je fasse ça pour honorer l'Ouest ou des choses comme ça. Et puis, on pourrait dire que le sens épique et la vocation d'Homer Simpson résident dans sa famille. Donc, voilà, c'est tout ce qui nous incite à œuvrer pour quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, pour chacun des leviers motivationnels, je vous incite dans la conversation à dire ce que ça vous évoque dans le métier du test. Dans le métier du test, quel est le sens épique et la vocation que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin qui est plus grand que vous? Je vais donner quelques exemples, mais vous pouvez continuer dans la conversation, bien évidemment. Ça sera enrichissant à mon avis. Donc, moi, j'avais pensé à tout simplement le plaisir de tester un outil, un produit, un service qui, selon nous, va être vertueux, va changer un petit peu le monde. Et on se dit, bah, c'est excellent, je vais un petit peu contribuer à ça. C'est quelque chose qui est valorisant et qui peut donner du sens épique à notre travail. Parfois, on a envie simplement d'honorer le métier du test, d'honorer la cause de la qualité. Et c'est un petit peu un esprit de corporation qui fait que voilà, on va travailler consciencieusement pour honorer ça. Aussi, là j'ai mis un petit symbole d'intersection parce que ça se relie avec un autre levier, mais voilà, on peut avoir envie de faire honneur à son équipe. Ça peut faire partie des sens épiques. Comme deuxième levier motivationnel, il y a le développement et l'accomplissement. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu précédemment. C'est tout ce qui est extrêmement classique dans le domaine de la gamification, des mécanismes que Yuka appelle PBL, les points, les badges, les leaderboards. Donc les leaderboards, c'est les classements de joueurs. Voilà, donc je reviens rapidement. Hein, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, globalement. Et dans le métier du test, encore une fois, je vous encourage à réfléchir à ce qui vraiment est mis en avant comme des accomplissements. À quel moment vous avez l'impression de gagner des points ou des badges ou d'être valorisé sur ces types de jalons? Qu'est-ce qui, pour vous, vous donne l'impression d'être des petits accomplissements au cours de votre carrière? Alors, moi, comme ce que j'avais noté, c'est tout ce qui est certification. Pour moi, les certifications sont des accomplissements qui marquent des étapes importantes dans la carrière. Ça peut être aussi au quotidien se donner des chiffres, enfin être admiratif de certains chiffres qu'on peut générer. Et puis tout simplement les compliments que l'on peut recevoir et qui peuvent être vécus comme des accomplissements en tant que tels. Aussi, dans les interfaces, donc là, vous reconnaissez peut-être Squash TM. Le fait qu'il y ait des visualisations, des graphiques, ça peut donner vraiment envie de pousser un petit peu plus son effort parce qu'on se dit ah ouais, plus que 10 tests avant que le camembert soit complètement rempli ou jusqu'à atteindre les 200 tests exécutés dans la journée. Voilà, c'est des genres de choses qui s'ancrent et qui nous donnent envie de continuer. Le troisième levier motivationnel, c'est le renforcement de la créativité et le feedback. Donc, c'est tout ce qui nous permet de réaliser une action, d'être heureux de réaliser cette action et de voir le résultat de cette action. Donc, tout de suite, on peut penser au Lego. Donc, c'est un levier qui met en œuvre une grande liberté de la part du joueur, de l'utilisateur, etc. Donc là, typiquement, les Lego, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quelque chose dont on ne peut pas se lasser, quel que soit notre âge.
Ça peut être tous les travaux créatifs qu'on peut mener sur les blogs, la blogosphère du test pour nous, mais n'importe quel autre type d'écriture. Tout ce qui nous permet aussi de résoudre des énigmes, des puzzles en laissant aller notre créativité de comment est-ce que je vais m'y prendre, réfléchir à des stratégies. C'est ce qui pousse certaines personnes à réaliser des métiers créatifs. Et c'est ce qui nous met un petit peu dans cet état de flow où à la fois le niveau de défi est élevé et notre niveau de compétence, on le ressent également élevé. Et on est dans cette concentration vraiment positive où on est vraiment dans notre bulle, on ne voit pas passer le temps et on est globalement très heureux de faire ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque dans le domaine du test. Je vous invite encore une fois à en parler dans la conversation. Là, j'avais noté quelques exemples. Tout simplement, quand on est en train de tester et qu'on se laisse aller vraiment à notre créativité d'essayer d'imaginer où est-ce que ça pourrait, quelles sont les zones qui pourraient poser problème, quelles sont les interactions qui pourraient poser problème. Voilà, différentes choses qu'on peut se dire. Et puis, cet état vraiment où on est immergé dans l'action et où on ne voit pas le temps passer quand on teste. Le quatrième levier motivationnel, après on va faire une petite entracte pour poser quelques points, c'est la propriété et la possession. Donc là, c'est tout le plaisir qu'on peut avoir à posséder des choses. Donc ça peut être toute forme de collection. C'est aussi le plaisir de posséder des choses que l'on a contribué soi-même à fabriquer. Donc c'est une forme de bug mental ou de biais cognitif qu'on appelle l'effet Ikea, d'accorder plus de valeur aux choses qu'on a fabriquées soi-même. Et c'est aussi un plaisir de posséder des choses qui ne sont pas forcément matérielles, mais qui peuvent être des souvenirs, des valeurs, des engagements. Donc, c'est un sentiment souvent qui est assez confortable. Et dans les interfaces, c'est tout ce qui relève de la personnalisation à l'extrême. Donc là, par exemple, si je parle à Google de Selenium, il ne va pas me conseiller des petits comprimés pour la santé. Il sait tout de suite de quoi je parle. Alors, j'ai hâte de savoir à quoi ça vous a fait penser dans le domaine de nos métiers. J'avais pensé à un tic de langage qu'on peut avoir de temps à autre et qui consiste à dire mon bug, mes bugs. Quand on crée des rapports d'anomalie, après on a tendance à avoir une forme d'attachement à ces tickets et ça m'avait fait penser à ça. Aussi sur les interfaces, c'est le fait de voir inscrit son nom dans un certain nombre d'endroits. Là encore une fois, vous reconnaissez peut-être SquashTM. Quand on réalise des tests, voilà, on met automatiquement comme une signature. On marque bien là où on est passé. C'est aussi ce qui se passe sur des outils de documentation, bien souvent, qui sont historisés, et puis on peut voir qui a contribué. De manière générale, quand on teste un applicatif, on pose un petit peu sa marque dessus parce qu'on contribue à sa qualité. Et puis quand on navigue dessus, après on se souvient, là il y avait un bug, là il n'y en a plus. On est content d'avoir pu laisser un peu une trace positive. Et puis, ça concerne évidemment aussi les processus. Donc, un processus de test sur lequel on a pu donner son avis, dont on a pu contribuer un petit peu, ça crée en nous une forme d'attachement et un engagement d'autant plus grand. Maintenant, comme prévu, une petite entracte à mi-chemin. Donc, vous en doutez, chaque levier peut conduire à des actions qui peuvent être ou bénéfiques ou contre-productives. Donc ça, c'est encore une fois bien à étudier en amont de mettre en place toute forme de gamification. Donc je cite quelques petits exemples sur qualité, course aux certifications. Le fait de bourrer un petit peu son CV, ça fait un petit peu des casse-têtes en tant que recruteur des fois. Et puis des bugs parfois qui sont des rapports de bugs qui sont créés pas forcément de manière la plus quali. Le cinquième levier motivationnel, c'est l'influence sociale et la connexion. Donc, ça fait intervenir typiquement tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment.
En ce moment, bah, voilà, ça concerne toutes les célébrations qu'on peut avoir, les fêtes, etc. Tout ce qui suscite le plaisir d'être ensemble. Dans les jeux, bah, c'est tout simplement ce qui va nous permettre, ce qui nous incite à partager nos scores avec nos amis, à encourager nos amis à jouer au même jeu que nous. Comme ça, on en parle, le plaisir d'en discuter ensemble. C'est le plaisir, bien sûr, de travailler dans une équipe sportive notamment, se dépasser ensemble. Et puis, c'est aussi des rapports fructueux qu'on peut avoir entre personnes qui enseignent un savoir et une personne qui reçoit le savoir, qui apprend, qui a des interactions avec ce mentor. Et c'est ce qui nous pousse aussi certainement à préférer parler avec des vraies personnes ou même à des chatbots plutôt que de consulter d'austères documentations. Donc dans le domaine du test, je vois qu'il y a beaucoup de conversations qui se passent à ce moment-là. Ça doit vous inciter, vous rappeler des choses. Donc effectivement, moi j'avais pensé à tout simplement le bien-être qu'on peut avoir à travailler ensemble, en équipe, partager des choses, s'encourager ensemble, tout ce qui est permis, tout ce qui est encouragé par les pratiques agiles. Et puis, encore une fois, donc, sur les interfaces, ça peut être très, très motivant de voir aussi le nom de ses collègues et de voir qu'on avance ensemble dans une même dynamique vers un même objectif. C'est des interfaces qui matérialisent vraiment l'équipe et qui œuvrent vraiment, je pense, sur ce 5e levier. C'est ce qui nous encourage aussi à nous retrouver ce soir et tout au long de l'année sur d'autres événements ou sur des groupes tels que le métier du test sur LinkedIn. Le 6e levier motivationnel, c'est la rareté et l'impatience. Donc, c'est typiquement ce qui nous frustre dans des jeux comme Candy Crush où on ne peut pas continuer à jouer à partir d'un certain nombre de temps ou quand on n'a plus de vie. Donc ça, c'est quelque chose à la fois qui nous frustre et qui nous motive parce que cet effet de frustration va faire qu'on va avoir une forme d'obsession qui va se mettre en œuvre et on va vouloir absolument continuer à jouer. C'est aussi un levier qui peut nous inciter à continuer à jouer à des jeux comme Pokémon Go et à rechercher tous les objets rares, tous les Pokémon rares qu'on pourrait avoir. Et se visualiser avec ces objets rares. C'est aussi l'impatience pour certaines personnes d'obtenir le dernier iPhone et qui les pousse vraiment. Il en faut de la motivation pour faire la queue comme ça. Je trouve ça cauchemardesque. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez trouvé pour le métier du test. Moi, j'ai pas trouvé énormément de choses, honnêtement. J'ai pensé tout de même à la frustration qu'on peut ressentir quand on teste une application et qu'on ne trouve pas de bug. Donc, ça génère de la frustration et l'envie d'en trouver et ça nous pousse vraiment à nous surpasser dans nos tests et dans nos stratégies. Aussi, parfois, on sait qu'une fonctionnalité va tomber, on a vraiment hâte de la tester parce que ça promet d'être très intéressant, puis paf, ça y est, elle tombe et puis ça y est, on sait qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu. Et enfin, les nouvelles versions de logiciels de test qu'on affectionne, ça donne lieu à un enthousiasme qui est d'autant plus savouré que, par définition, ce genre de choses n'arrive pas forcément tous les jours. Le 7e levier motivationnel, c'est l'imprévisibilité et la curiosité. Donc là, c'est tout ce qui va susciter, tout ce qui va mettre en œuvre du hasard, de l'imprévu. Donc ça concerne aussi le plaisir d'apprendre parce que finalement, on est surpris de pas mal de choses. Donc sur Wikipédia, la fonctionnalité article au hasard tape directement dans ce levier. C'est ce qui nous incite bien sûr à nous plonger dans des films, dans des romans, dans toute œuvre de fiction. C'est ce qui peut encourager certaines personnes à choisir des métiers qui changent, dont tous les jours sont différents, comme le métier de journaliste.
Et puis, comme c'est la période de Noël, bah, peut-être que vous avez mis en œuvre des jeux de Secret Santa au sein de vos organisations. Et ça sollicite tout à fait ce septième levier. Donc, dans le métier du test, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Je vous invite encore à partager dans la conversation. Donc, pour moi, c'est le plaisir, l'enthousiasme de tester et de découvrir des comportements et d'être encouragé à les analyser parce qu'on a envie de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Aussi, l'impatience de savoir ce qui va tomber comme nouvelle chose à tester. Quand on est consultant aussi, bah, voilà, on se demande de quoi sera faite notre prochaine mission. Et de manière générale, bah, c'est un état d'esprit de curiosité qui est vraiment ancré dans ce métier et qui fait qu'on prend plaisir à apprendre des choses à chaque fois sur à chaque fois à la fois les technologies, les domaines fonctionnels et tout ce qui gravite autour. Le huitième levier motivationnel, donc je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu dans la structure de l'Octalysis, mais globalement, les trois plus en haut, c'est ceux qui font que le joueur se sent en puissance dans une forme de maîtrise de son expérience. Et en revanche, par contre, les trois du bas, l'impatience, l'imprévisibilité, et là, celle qu'on va étudier, la peur de la perte et de l'évitement, au contraire, le joueur, il n'a pas tous les moyens d'intervenir sur son expérience. Et là, par excellence, la peur de la perte et de l'évitement, c'est vraiment là, le joueur est aux prises avec le jeu et n'a pas forcément de quoi agir sur son destin. Donc, c'est tout de même pour moi un levier qui peut être très positif dans un certain nombre de situations parce que c'est ce qui nous permet de nous réguler, de respecter les lois, de se donner à soi-même des lois, des règles à respecter. Et puis, dans les interfaces, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour nous montrer à quel point cette interface nous est devenue indispensable. Et donc, au moment où on veut supprimer un compte, eh ben, bien sûr, on va nous rappeler tout ce qu'on va perdre. Vous allez perdre tous vos amis, vous verrez plus jamais vos photos, votre vie va devenir un enfer, ou je ne sais quoi. C'est aussi dans les stratégies marketing tout ce qui consiste à donner des offres promotionnelles qui sont extrêmement limitées dans le temps. Donc on se dit, mais il faut surtout pas que je perde de cette opportunité, je vais y aller. Donc là, c'est le huitième levier motivationnel qui est suscité à fond, sollicité à fond. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous avez mis pour ce levier dans le monde du test. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment sollicité constamment. Donc la peur de la perte et de l'évitement, pour moi, elle est liée à cette peur qu'on peut avoir en tant que testeur de manquer un bug et qui se retrouve en prod. Voilà, on peut l'associer à un déshonneur à nul autre pareil. C'est aussi plus simplement dans la routine de tous les jours, quelque chose qui va nous inciter vraiment à analyser les problèmes et à défendre les rapports de bugs que l'on crée, à donner des arguments pour éviter que ce travail ne soit perdu et passe en round fixe parce que notre message ne sera pas passé. Ou tout simplement, c'est ce qui nous pousse à imaginer les pires scénarios et du coup à réaliser des backups pour éviter que ces scénarios ne se produisent. Donc, en résumé, voici l'Octalysis que j'ai pu dessiner pour le métier du test. À mon avis, ce serait différent pour chaque personne. Donc ça, c'est des graphiques qu'on peut dessiner en ligne sur le site de Youkaichu, librement. Et en fait, pour chacun des leviers, on attribue une note de 1 à 10 en disant à quel point ce levier est présent dans le jeu. Mais ça peut être un jeu, ça peut être une expérience, ça peut être tout et n'importe quoi. Youkaichu, ce qu'il considère, c'est que à chaque fois qu'en tant qu'être humain, on réalise une action, eh bien, cette action est motivée par un ou plusieurs de ces 8 leviers motivationnels. Donc voilà, ça c'est pour le métier du test.
mais ça va dépendre bien sûr du testeur, de ses motivations, de la personne, de la situation, etc. Donc maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Et pour commencer, quels écueils on pourrait éviter pour progresser dans une démarche de gamification? Donc là, ça va rappeler un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Éviter de rendre l'expérience infantilisante, éviter de détourner les personnes de leurs véritables objectifs. Attention à ne pas générer un stress supplémentaire ou d'aller à l'encontre de la culture d'entreprise. Attention aussi, parce que si on met en œuvre dans une démarche de gamification une forme de compétition, même ludique, ça peut susciter des comportements individualistes qui peuvent aller à l'encontre des objectifs que l'on souhaite. Et attention aussi à ne pas casser des dynamiques qui fonctionnent déjà bien. Donc ça, c'était voilà, un petit peu les écueils à éviter. Maintenant, sur une note plus positive, si on se concentrait vraiment sur les émotions et les sentiments qu'on veut susciter chez les personnes, ça pourrait être renforcer la passion pour la qualité, développer un meilleur entrain en début de semaine ou la joie de travailler ensemble. Ça pourrait être le plaisir d'apprendre, le plaisir de transmettre, l'amusement et puis l'empathie pour les utilisateurs finaux qui est quand même assez importante dans nos métiers. Donc maintenant, quelques exemples, parce qu'on va voir que l'Octalysis, ça permet non seulement de concevoir, mais aussi d'analyser des jeux existants. Donc ces jeux, ce sont des jeux que nous avons inventés dans le cadre de notre travail chez iTest pour motiver, pour susciter des idées de la part de nos interlocuteurs dans le domaine du test logiciel. Donc ici, le bingo des recettes à la noix, ce qu'on ciblait comme émotion, c'est le plaisir d'appartenir à une communauté de testeurs. C'était dans le cadre d'une réunion, d'un regroupement de testeurs qui ne se connaissaient pas forcément. Et on voulait aussi éveiller une forme de réconfort, de voir que tout le monde connaît un petit peu les mêmes problèmes et donner envie de trouver des solutions. Donc ça se présentait comme une sorte de mur des lamentations où il y avait pas mal de situations propres aux recettes qui étaient listées. Et chaque personne disposait d'un certain nombre de gommettes qu'elle pouvait disposer sur chacune des phrases, en fonction de si ça lui parlait ou non, de si elle avait déjà rencontré la situation ou non. Donc pour ce jeu, l'Octalysis correspondante était la suivante, est la suivante parce qu'on l'a développée après. Donc là, on voit que les interactions sociales sont vraiment prépondérantes dans ce jeu. Et par contre, tout ce qui appartient au levier du bas du schéma ne sont pas vraiment beaucoup sollicités. Donc ça fait un jeu qui est quand même très engageant de la part, pour chacune des parties prenantes, mais qui ne va pas forcément générer du stress ou des questionnements ou stimuler vraiment les personnes. Donc c'était un bon icebreaker, mais voilà, on ne pouvait pas non plus attendre beaucoup plus dans ces autres leviers. Un autre jeu qui était peut-être un petit peu plus équilibré par rapport à l'Octalysis, c'était un jeu de sensibilisation aux tests unitaires qu'on avait mis en place et qui se présentait sous forme de jeu de cartes. Donc c'était un jeu de cartes où une équipe devait réfléchir au fur et à mesure pour mettre en œuvre une main de cartes qui correspondent à des exigences. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, dans la première partie du jeu, on voulait vraiment que l'expérience soit frustrante en leur montrant les exigences les unes après les autres et en les retournant au fur et à mesure, de façon à ce que les personnes ne se souvenaient plus forcément des exigences précédentes. Et dans la deuxième partie du jeu, en revanche, donc la partie du jeu qui mimait un fonctionnement avec des tests unitaires, là, les personnes avaient tout le loisir de consulter les exigences précédentes et de s'y référer pour faire en sorte que leur main de cartes soit cohérente avec toutes les exigences. Donc, l'Octalysis pour ce jeu-là était le suivant, où là, en fait, on voit que la peur de la perte est beaucoup plus prégnante parce que à chaque fois qu'une des exigences n'était pas respectée, l'équipe perdait un point.
Donc forcément, ça crée une forme de peur liée au jeu, hein, bien sûr. Et puis aussi une forme de rareté parce que tout était chronométré. Donc là, l'équipe était beaucoup plus stressée, beaucoup plus dans l'action et dans la réflexion. Et suite à ça, effectivement, les personnes présentes à cet atelier ont ressenti beaucoup plus d'engagement envers les tests unitaires. Maintenant, quelques petits takeaways avant de terminer. Donc, les outils cités précédemment, aussi des lectures. Donc, vraiment, je vous conseille le livre qui est cité pendant tout le long de ce talk. Et puis, ensuite, un travail de réflexion aussi. Voici quelques exemples de gamification appliquée au monde de la qualité logicielle. Donc, à vous de voir quels sont les leviers qui sont activés par chacune de ces expériences-là. Et je vous remercie beaucoup pour ce temps, pour les échanges que vous avez pu avoir aussi dans la conversation. Merci beaucoup Zoé pour ce talk. Une belle idée du coup de comment gamifier notre travail de testeur de QA. On va pouvoir du coup procéder aux questions et nous en avons pas mal de questions. Donc la première, c'est as-tu des exemples d'outils à utiliser dans le cadre du télétravail? Waouh. Non, désolée. Bon, pas grave. La question d'après de Benjamin, quelle serait ta première démarche pour lancer un game dans une boîte, dans une équipe agile? Un conseil? Ben oui. Alors déjà, pourquoi lancer ce jeu? Quelle est la motivation derrière? Est-ce qu'on veut engager davantage les personnes? Enfin, quelle est vraiment la source pour laquelle on veut que ce jeu existe? Et du coup, une fois qu'on aura la source, on pourra du coup penser à un jeu bien spécifique, c'est ça, si j'ai bien compris? Ah oui, tout à fait. Bah, ça va permettre ensuite d'identifier les leviers qu'on va vouloir mettre en œuvre. Et puis suite à ça, voilà, les mécanismes couleront de source. Bon. Bah, Benjamin, il faudra tester et tu nous diras par rapport à tes problématiques. La question d'après, c'est de Jérémy. Donc, comment ne pas rentrer dans le cliché du je trouve un bug, je gagne un point? C'est une très bonne question, je trouve, parce que c'est vraiment la facilité. Moi, c'est ce que j'ai répondu au départ et je trouve ça plutôt intéressant. À toi, Zoé. Bah oui, tout à fait. Bah là, ça rejoint de toutes les façons la question des KPI, où vraiment, si on met en avant le nombre de bugs trouvés, ça peut amener à des dérives tout à fait désastreuses, je pense. Donc, des bugs en doublon, des bugs qui sont à moitié analysés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit gamifié sans pour autant mettre en avant le chiffre? Ça pourrait être encourager le fait qu'il y ait le moins de retours possible entre développeurs et testeurs et gamifier ça en faisant en sorte que moins il y a d'échanges et plus on gagne des points. Mais je ne sais pas exactement comment on pourrait mettre ça en œuvre. Ouais. Peut-être en rajoutant plus de tests et à penser peut-être à gagner des points au nombre de moins on a des interactions, plus on gagne de points. Ça peut être très Éventuellement. intéressant. Ouais. La question d'après nous vient de Perny. Donc, quel outil puis-je mettre en place tout de suite dans mon équipe pour gamifier l'importance des tests auprès des développeurs? Gamifier l'importance des tests auprès des développeurs. Déjà, il y a un outil qui me vient tout de suite en tête, mais c'est plutôt, ça concerne tout droit les développeurs. C'est l'outil Promise. Donc, c'est un outil qui ne propose pas forcément que de la gamification, mais permet de gamifier l'expérience de qualité de code, mais de faire en sorte que les développeurs gagnent des accomplissements au fur et à mesure qu'ils s'engagent dans cette démarche.
C'est très intéressant ça, de pouvoir mettre ce genre d'outil. Du coup, et du coup, tu as pu tester ça par le passé, typiquement cet outil-là, et voir comment ça interagissait avec les développeurs? J'ai pas eu l'occasion malheureusement, mais j'en ai très envie. En plus, ça se plug avec des outils comme SonarCube, donc c'est vraiment, ça peut s'intégrer dans des environnements qui existent déjà, quoi. Trop cool. La question d'après de Benjamin. Donc, voir son nom dans les outils ne peut-il pas être aussi contre-productif? Exemple, si je suis le bottleneck, ça se voit aussi, on peut tendre vers un pointage du doigt. Ah bah oui, complètement. Complètement. Donc là, c'est des leviers qui, bah, comme dit tout à l'heure, peuvent être soit très productifs, soit rater l'objectif de base, en fait, qui est bah, de favoriser la qualité des logiciels. Notre objectif, c'est pas de se flatter l'ego, évidemment. Donc ouais, ça, c'est chacun des leviers est à manier avec beaucoup de précautions. Et peut-être l'idée d'anonymiser quoi, ces retours-là des différentes personnes, est-ce que tu penses que ça peut être aussi une réponse ou il faut plutôt se dire on reste dans la transparence et il faut plutôt être préparé à jouer le jeu? Bah, je pense que d'un point de vue opérationnel, de toutes les façons, c'est intéressant de voir qui a fait quoi, euh, pas dans une forme de flicage, mais plus bon, voilà, de responsabilisation, quoi. Quand on réalise un test, on est responsable un petit peu du statut qu'on lui donne à la fin. Bon. Euh, alors, la question d'après de Gianni. Donc, merci pour cette présentation. Tu aurais un conseil pour rendre les phases de test de régression moins ennuyantes? Ah là là, bah ça c'est le nerf de la guerre. Euh, Ça me fait penser à un jeu que j'avais mis en place, je l'ai pas cité parce qu'il était vraiment, il était enfin, tout basique. C'était avec un collègue, on était sur des tâches qui étaient vraiment fastidieuses et puis on n'arrêtait pas de râler sur plein de sujets. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être rigolo qu'on ait une sorte, encore une fois, de bingo, où sur le bingo, on a noté toutes les situations qui nous faisaient râler, et puis à chaque fois qu'on l'a rencontré, on mettait un haricot dessus. Donc sur le moment, ça avait un effet super cathartique, premièrement, et deuxièmement, finalement, ça nous a servi pour de vrai, entre guillemets, parce que du coup, on a pu vraiment chiffrer l'importance de ces problèmes-là au bout d'un moment et du coup, on en a parlé avec d'autant plus d'objectivité par la suite. Donc, ça répond pas forcément à la question de comment gamifier l'expérience de campagne de régression, mais voilà, c'est une piste pour, quand c'est fastidieux, essayer de faire ça et ça peut déjà être rigolo. Bah oui, ça rend le travail en tout cas plus cool et il y a quand même une partie jeu dans la manière de faire. Mm, mm, mm. Trop, trop bien. Bah, on a une autre question, on a pas mal de questions encore et on a du temps, donc c'est cool. On va prendre notre temps pour les questions qui viennent. Donc, peut-on mettre en place la gamification dans une équipe où il n'y a qu'un seul testeur? Certainement, parce que on peut réfléchir à des choses qui nous motivent nous-mêmes. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels on joue seul. Donc voilà, à voir maintenant, à réfléchir ce qui nous motive vraiment nous-mêmes. Et puis là, on peut se faire un petit framework de jeu qui nous concernera vraiment. Très bien. Euh, alors, Emna nous dit, est-ce que tu peux partager les liens vers ces exemples de jeux mentionnés? Lesquels, pardon? Il faudra que Emna peut-être nous partage les jeux. C'est bon, elle dit. Ah, ok, cool. Très bien. Ok, du coup, on a répondu à celle-là. Il nous reste 4 questions. Comment fait-on pour détecter une situation qui peut être pertinente pour de la gamification? Euh, Je pense que des situations où vraiment la motivation est relâchée et où on agit vraiment
sous des leviers. La peur de l'évitement, c'est vraiment un levier qui est à la fois très puissant, très efficace, mais aussi qui peut nous faire sentir nous perdre nos moyens, quoi, parce qu'on se dit vraiment, on agit, mais vraiment de manière négative. C'est comme un exemple typique pour ce levier, c'est une personne qui déteste son travail, mais qui doit continuer d'y aller pendant des années, parce que sinon, elle n'aura plus d'argent. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'exemple type du truc. Et dans ce cas-là, du coup, est-ce que l'initiative devrait venir de cette personne-là, tu penses, ou est-ce que plutôt, parce que comment c'est détecté? Je pense que du coup, la personne, est-ce qu'elle aura, elle, la présence d'esprit? Est-ce que c'est plutôt au manager de se dire, ah bah, je vais poser les bonnes questions pour pouvoir gamifier peut-être son activité ou les parties qui font le plus mal? Comment tu vois les choses? Voilà, je ne sais pas du tout, ça va vraiment dépendre de la situation. Elles sont dures, tes questions. Bon, on laissera les choses comme. Mais moi, je pense que c'est quand même intéressant de se dire, bah, si on s'ennuie, si on a un problème, il faut quand même essayer d'y apporter une réponse d'une manière et d'une autre. Et l'idée de la gamification, je trouve que c'est quand même euh, assez intéressant parce que finalement, peut-être on va rendre plus cool des pratiques qui sont au quotidien, peut-être un peu douloureuses, quoi. Euh, Ce qui est certain, je pense, c'est que, pardon, que si l'initiative de gamification vient d'en haut, entre guillemets, vient du management, évidemment, il faudra impliquer à fond toutes les personnes qui seront sollicitées, parce que sinon, on va se retrouver avec un effet de copier-coller, comme vu précédemment, et que ça peut avoir un effet totalement contre-productif. Il y a des personnes qui réagissent très très mal aux initiatives de gamification. Ça va dépendre de la culture de l'entreprise et de la personne aussi, parce que si la personne se dit non mais on me prend pour un zigoto là, c'est bon, je vais pas gagner des points en faisant le boulot que je fais, déjà qu'il est chiant. Enfin, ça rajoute une cerise pourrie sur le gâteau dégueulasse, quoi. Donc bon. c'est vrai. On a une question d'Antoine. Du coup, aurais-tu une liste de jeux de sensibilisation au test? Je pense que c'est un petit peu comme la question qu'on a posée tout à l'heure sur la non-régression. Je ne sais pas si tu auras d'autres jeux de sensibilisation au test. D'autres jeux? Bah non, pas forcément. Désolée. Encore Antoine. Donc, des idées pour des jeux à faire en distanciel. C'est la question qu'on avait tout à l'heure, je pense, sur le work from home. Euh, c'est vrai que c'est difficile. Mais du coup, chez vous, actuellement, je ne sais pas si en Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi les mêmes restrictions que ici en métropole. Mais du coup, comment ça se passe sur ce genre de sujet? Est-ce que vous arrivez quand même à faire des petits trucs de gamification ou pas du tout? Euh, J'allais dire malheureusement, mais en fait non, nous, on a la chance d'avoir eu un gouvernement qui ait pu fermer les aéroports et du coup, ça fait quelques mois déjà qu'il n'y a plus de restrictions. Du coup, on n'a pas vraiment eu l'occasion de mettre en œuvre ce type de jeu à distance. Bon, vous avez de la chance. On va enchaîner avec une dernière question, Zoé. Peut-on tout gamifier ou il y a des limites? Waouh. Peut-on rire de tout? Peut-on tout gamifier? Je sais pas. J'ai pas la réponse. J'ai pas d'exemple en fait de choses qui ne puissent pas être gamifiées dans le sens de Yukaichu, dans le sens où pour tous les domaines, à mon avis, il est possible de rajouter des leviers de motivation. Après, ça peut être à bon escient ou ça peut conduire à des mauvais comportements, mais pour moi, tout est possible. Il y a pas mal d'applications qui sont mises en œuvre pour gamifier même la vie en tant que telle. Donc, il y a des jeux qui sortent pour motiver les personnes à atteindre des objectifs qu'elles se posent. Ça peut être absolument tous les objectifs. Donc, partant de là, non, je pense qu'il n'y a pas de limite. Limit is the sky. On va passer à quand même une dernière question qui s'est ajoutée en cours de route et que je pense qui est quand même intéressante à avoir avant de pouvoir te libérer, Zoé. Donc, comme évoqué dans le chat, donc je pense que la question a été quand même évoquée dans le chat. Donc, comment éviter de tomber dans la compétition entre testeurs ou avec les développeurs? Un quid de la diplomatie?
Un kit de la diplomatie. Quid. Un quid de... Eh bien, il y a pas mal de jeux qui ne sont pas individualistes et qui sont en fait des jeux collaboratifs où on gagne en équipe, on perd en équipe. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant à mettre en œuvre pour quelque chose que l'on cherche. On a un but commun qui est la qualité logicielle et ça, vraiment, ça doit rester bien dans notre ligne de mire à tous. Très jolie phrase de fin pour ce talk. Merci encore Zoé pour le talk, mais également pour le réveil à 6h du matin, voire même plus, pour du coup être au rendez-vous avec nous. Moi, je n'ai qu'à du coup vous partager le programme de demain et laisser la main du coup à Yann, du coup de la Paritesconf, pour vous parler du dernier soir du coup de demain, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, juste pour terminer, du coup, on dit toujours que le meilleur est là pour la fin. Donc, je vais pas me permettre de juger l'ensemble de nos speakers, mais demain, on a encore un super programme. Donc, je vous invite à, bien entendu, vous reconnecter à ce moment-là. Ce sera à la même heure, donc c'est toujours 18h30. C'est toujours sur ce Zoom-là. Merci beaucoup aux speakers de ce soir. Merci beaucoup, Farah, pour l'animation. Merci à tous pour toutes vos questions. Ça fait plaisir de voir que les talks résonnent et que vous posez des questions justement sur comment potentiellement appliquer chacune de ces conférences à vous sur votre quotidien. C'est vraiment top de voir justement toutes ces interactions. Encore merci, et puis je vous dis juste du coup à demain 18h30 au même endroit.